Donc merci d'avoir été si matinaux. J'espère que je vais être moins, disons, plus dynamique que ce qui s'est passé samedi dans ce même stade, samedi après-midi. Pour rappel, il y avait Toulouse-Toulon qui jouait, c'était un petit peu ennuyeux, donc je vais essayer d'être un peu plus offensive en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la télévision et comment elle se réinvente, la télévision internationale, et comment elle reprend à son compte la montée en puissance d'Internet, des réseaux sociaux, mais également des développements numériques pour proposer de nouvelles expériences, de nouveaux schémas narratifs et pour encore et toujours battre de nouveaux records d'audience. Me direz-vous, comment savez-vous tout cela? Eh bien, c'est simple. Eurodata TV Worldwide, donc, est la business unit de Médiamétrie, donc la business unit internationale. Nous sommes en partenariat avec les homologues de Médiamétrie partout dans le monde. Nous couvrons plus de 5500 chaînes dans 100 territoires, ce qui représente 3 milliards de téléspectateurs, plus ou moins. Et tout ça, donc, pour avoir toutes ces informations sur ces 100 territoires, un seul contact, donc Eurodata TV Worldwide. Le premier constat que l'on fait, c'est que la télévision continue de progresser auprès de l'ensemble des téléspectateurs et des individus dans le monde, notamment grâce à la multiplication des nouveaux écrans. Donc, les ventes de tablettes ont été multipliées par 4 au Royaume-Uni en un an et par 3 en Allemagne. En France, les smartphones donc, représentent 45% de l'équipement des personnes détenant un mobile. Et on voit que les ventes de téléviseurs, bien entendu, continuent aussi d'augmenter, notamment les écrans plats et bientôt les écrans connectés. Et donc, grâce à tout cela, en un an, donc de 2011 par rapport à 2010, plus 6 minutes de temps passé devant la télévision. 3h16 en moyenne dans le monde, avec plus de 4 heures, quasiment 5 heures en Amérique du Nord et 3h48 en Europe. On s'attend encore à des records en 2012, puisque vous le savez, en ce moment, a démarré vendredi, l'Euro. Et bientôt se profilent les Jeux Olympiques d'été à Londres. Donc encore une année qui va être très riche en événements, et on sait que les événements sportifs boostent l'audience. Donc ça devrait, en 2012, encore être au-delà des records de 2011. Une consommation de la télévision qui augmente et ça se confirme également dans les marchés matures, donc comme l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni. Et non seulement cela se confirme auprès de l'ensemble des individus, mais aussi auprès des jeunes. Contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là, les jeunes regardent encore énormément la télévision et cela progresse, surtout les années paires, donc les années sportives. Et s'ils regardent moins que leurs aînés, il n'en reste pas moins, par exemple, qu'aux États-Unis, en 2011, ils passaient plus de 3h30 devant la télévision chaque jour, ce qui est à peu près équivalent à la durée d'écoute totale individu sur la France en 2010. C'est quand même pas rien non plus. Donc il n'y a pas de cannibalisation de la télévision par Internet, mais effectivement, il y a de nouveaux usages qui émergent, notamment le fait de regarder des vidéos de plus en plus sur un écran d'ordinateur. Donc en France et aux États-Unis, 3/4 des internautes regardent de la vidéo sur ordinateur, et on a 70% au Royaume-Uni. Et si l'on regarde le temps passé au Royaume-Uni, par exemple, par les 12-24 ans devant une vidéo sur un écran d'ordinateur, on est à presque 9 heures. Mais 9 heures par mois, alors que la durée d'écoute de la télévision, c'est par jour. Donc vous voyez, on est encore très très loin du temps passé devant la télévision, devant un ordinateur. Et la télévision reste bien le premier média auprès des jeunes. 2 ingrédients majeurs qui affolent bien souvent la toile et les audiences télé, c'est l'événement et le direct. Donc que ce soit des événements sportifs, donc par exemple le Super Bowl en début d'année aux États-Unis a battu des records d'audience, encore une fois, avec plus de 110 millions de téléspectateurs regardant la finale. Et sur la toile et les réseaux sociaux, avec une très très forte stratégie numérique développée autour de l'événement. Les événements aussi d'actualité, que ce soit le mariage pressé ou des événements un peu moins légers, comme Fukushima ou l'affaire DSK, qui en France a très très largement permis aux réseaux sociaux, notamment à Twitter, d'exploser, d'être sur le devant de la scène. Et évidemment le divertissement, les grands divertissements familiaux qui rassemblent les téléspectateurs devant la télévision.
Et parmi ceux-là, les premiers piliers du premier et second écran, ce sont les programmes de recherche de talent. Les programmes de recherche de talent qui ont été qui ont réuni les plus fortes audiences dans le monde en 2011, avec Britain's Got Talent, Idols ou Strictly Come Dancing, qui se retrouvent dans de très très nombreux palmarès internationaux, y compris The Voice, qui a été lancé à peine en 2010 et dont la diffusion, les adaptations se retrouvent dans 5 ou 6 palmarès internationaux, toujours confondus. Donc c'est une très belle performance. Et surtout, ces programmes de recherche de talent sont en général très connectés, comme on va le voir, par exemple avec l'Eurovision, qui est le premier des télécrochets qui existe depuis plus de 50 ans, il me semble que même plus. C'était en 1956 la première diffusion. Et chaque année, l'Eurovision bat de nouveaux records, que ce soit à la télévision, avec 84,2% de part de marché en Suède, et sur la toile, avec 18 000 tweets par minute lors de la prestation de la chanteuse suédoise, donc en Suède évidemment, les 18 000 tweets. Les mamies russes ont également affolé la toile avec plus de 25 000 tweets par minute lors de leur prestation. Et à la télévision, c'est plus 15% par rapport à l'année dernière, avec une part de marché de 40,5%. Donc en France, même si nous nous sommes retrouvés assez bas dans le classement, les résultats ont été également très bons. Et un petit chiffre pour la Norvège, qui, bon dernier, a quand même réalisé une part de marché de 75% auprès des téléspectateurs pour cette dernière édition. Donc ils ne sont pas rancuniers. Un autre programme qui affole les réseaux sociaux, qui a été un véritable tsunami en termes de circulation de format, c'est The Voice, programme qui a été connecté dès sa conception, qui a vraiment intégré les réseaux sociaux dès la conception du programme aux Pays-Bas en septembre 2010. Ça a été un plébiscite international, y compris dans les marchés saturés par ce genre de format. Au Royaume-Uni, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le programme de divertissement le plus regardé la saison dernière, enfin depuis son lancement, tout de suite derrière les Awards et devant des piliers du genre tels American Idol, par exemple. Donc un plébiscite international et également de plus en plus une mécanique connectée. Par exemple, pour la seconde saison de The Voice, qu'il s'agisse des Pays-Bas ou des États-Unis, une application, un jeu a été créé pour engager encore plus les téléspectateurs et les fans de The Voice. Cette application, c'est The Fifth Coach. Donc vous êtes le 5e coach. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe de The Voice, il y a 4 coachs qui déterminent à l'aveugle une équipe de chanteurs. Eh bien, le téléspectateur a la possibilité de devenir le 5e coach et de créer son équipe virtuelle de 12 chanteurs. Au fil de l'émission, il va devoir faire des bons choix, savoir qui choisir. Et évidemment, c'est grâce à ses amis Facebook qu'il va pouvoir constituer la meilleure équipe de conseillers et peut-être avoir la chance d'avoir découvert et dans son équipe The Voice. Donc on voit les audiences internationales, que ce soit en Turquie, où le programme a réuni près de 22% de part de marché en moyenne, alors que la chaîne en fait à peine plus de 9%. Ou au Royaume-Uni, donc on n'est pas loin des 40%, une fois et demie quasiment la part de marché de BBC One, c'est un excellent score. Et le fait que le programme soit connecté vient très certainement aider ces audiences. Dernier né dans la catégorie recherche de talent, Keviva The Chosen, qui a été créé par Simon Fuller, donc qui est le créateur de Idols, donc la nouvelle star, ou X Factor, et avec J-Lo, Marc Anthony et Jamie King, producteurs et de nombreuses stars de la musique. Ils ont décidé de chercher à travers toute l'Amérique latine les meilleurs chanteurs, danseurs ou musiciens pour créer un show qui sera diffusé en live à Las Vegas, qui a été diffusé puisque c'était fin mai. 21 pays de diffusion, et on va voir une vidéo. They're looking for passion, strength, sensuality. Artists that define the spirit of Latin America.
Viendo el objetivo puesto, no hay quien me pare. Para mí es un sueño. ¡Impacto! This is what it's all about. So you're right there. You're not sitting on a panel. Hola. Anyone who inspires them will get tickets to the next stage in LA. Right on the spot. Quiero invitarlos a todos a los Estados Unidos. Once in Los Angeles, they'll face Jennifer, Mark, and Jamie for the first time to fight for a place in the cast of the live Que Viva show in Las Vegas. That's where, boom, it all hits. A spectacular show. It's going to be the biggest thing that I've been involved with yet. Have a beer. A beer? We're working. Get ready for the journey of a lifetime. What did I get myself into? One that's going to change everything. So raw. So raw. Alors évidemment, puisque le programme concernait 21 pays de diffusion, on était bien au-delà des frontières des États-Unis ou du Brésil où le programme a été diffusé sur Univision, Record et Fox. Et on était également au-delà des frontières de plateforme, puisque dès le début du lancement, enfin dès le lancement du programme, les producteurs ont fait équipe avec Yap.tv pour créer vraiment une plateforme sociale autour du programme. Donc évidemment, il y avait les classiques profils Facebook, Twitter, enfin les feeds sociaux qui étaient sur les plateformes classiques. Et en plus de cela, l'émission se réclame d'être la première émission à avoir produit et diffusé simultanément du contenu original sur et pour le second écran, grâce à une technique de fingerprinting, donc qui reconnaît le son de l'émission, donc ce qui passe à la télévision, et qui au même moment, donc sur le second écran, smartphone ou tablette, propose des contenus originaux, donc que ce soit des vidéos, des photos ou des pubs interactives. Donc un beau score pour cette émission, surtout sur Univision, donc sur les chaînes hispaniques aux États-Unis, avec plus 27% par rapport à la moyenne de la case, et une finale au Brésil qui a atteint plus de 40% par rapport à la moyenne de la chaîne Record. Donc dans un tout autre genre, là on ne parle plus du tout de recherche de talent. Il y a un genre qui fait des émules ces derniers mois, ça s'appelle la scripted reality. Donc on est un petit peu dans un feuilleton du réel. Le principe est de filmer des candidats de télé-réalité, de les mettre dans des situations construites et de filmer ça comme de la fiction. Donc c'est un feuilleton réalité. Il y a quelques mois, à la rentrée, RTL2 en Allemagne a lancé Berlin Tag und Nacht, donc Day and Night, Berlin Day and Night ou Night and Day. Très mauvais départ pour le programme sur la chaîne RTL2. Mais c'était sans compter sur le fait que le programme allait exploser sur les réseaux sociaux. Très vite sur Facebook, l'émission et les colocataires, puisqu'il s'agissait de suivre des colocataires et leur vie quotidienne donc, à Berlin. Et les colocataires ont vraiment créé une base de fans très importante sur Facebook. En quelques semaines, même voire quelques jours, le million de fans a été dépassé sur Facebook et ça s'est reporté sur l'audience télé qui a plus que doublé sa part de marché et qui a réalisé plus 20 ou 30% selon les cibles par rapport à la moyenne de la chaîne. Donc on voit bien que le plébiscite social peut vraiment aider les audiences télé, et c'est le cas pour ce programme, qui est aussi devenu au passage évidemment la page la plus likée, la plus aimée sur les réseaux sociaux pour les émissions de télé en Allemagne, devant des piliers du paysage audiovisuel allemand, dont la série Tatort, donc la série policière qui existe depuis 60 ans, Idols, donc la nouvelle star, ou le soap, donc justement un feuilleton, là pour le coup, qui est un vrai feuilleton de fiction, dont je ne citerai pas le nom puisque j'ai un très mauvais accent allemand. Ensuite, donc eux, ils sont partis de rien. Donc pour Berlin Tag und Nacht, ils sont vraiment partis de zéro, alors que d'autres capitalisent vraiment sur des marques existantes.
pour s'adresser à une base de fans qui existe déjà et leur proposer une expérience inédite. Donc je vais passer sur The Walking Dead ou Game of Thrones, que vous connaissez certainement déjà bien, avec de nombreuses expériences digitales ou également IRL, comme on dit, donc vraiment dans la vraie vie, qui est venue accompagner la diffusion télé, pour revenir sur un succès français, mais néanmoins retentissant, qui est l'expérience Métronome. Donc Métronome, c'est Laurent Deutsch qui propose aux lecteurs d'abord, et puis aux internautes et aux téléspectateurs, de redécouvrir l'histoire de Paris à travers les siècles, et surtout en suivant les stations de métro. Donc c'est un livre qui est un best-seller, il s'est vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. C'est un documentaire qui a été diffusé à la rentrée, à la mi-saison, sur France 5, avec des scores, d'excellents scores pour ce documentaire en 4 parties, avec en moyenne 7,9% de part d'audience, qui est quasiment le double de la moyenne de France 5, et en cumulant à 8,7%. Donc un excellent score pour le programme. Et tout un site et tout un dispositif digital numérique qui s'est mis en place autour de cette expérience, avec une carte interactive qui permet à tout un chacun, donc avec une carte 3D, de taper son adresse, par exemple, dans Paris, et de voir les différentes époques de ce quartier, et de remonter la trace, en fait, vraiment la piste de Paris à travers les siècles. Et évidemment, un jeu de piste également qui a été organisé par France Télévisions, avec des indices disséminés sur la toile, notamment Facebook, qui était vraiment la pièce maîtresse du dispositif. Enfin, donc loin de considérer Internet et les réseaux sociaux comme un danger, les chaînes, notamment les chaînes américaines, le voient plutôt comme une opportunité. C'est le cas, par exemple, lorsqu'elles lancent de nouvelles séries. Don't Trust the Bee in the Apartment 23 ou New Girl, par exemple, ont été lancées plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant leur diffusion à la télévision. Elles ont été lancées soit sur Internet, soit sur des plateformes telles Hulu. Et ça a plutôt bien fonctionné lors du lancement télévision. Donc évidemment, on n'est pas en mesure encore de savoir quel est l'impact de cette diffusion en amont, cette avant-première en amont sur Internet. Mais une chose est sûre, c'est que le bouche à oreille a probablement joué aussi dans les bonnes performances de ces séries à l'antenne. Le bouche à oreille, c'est probablement aussi ce qui a très bien fonctionné pour Touch, puisque c'est la dernière création de Tim Kring. Tim Kring qui avait créé Heroes, entre autres, et qui suit donc Kiefer Sutherland, père célibataire d'un fils muet, qui a un don certain pour les chiffres. Et très vite, son père va se rendre compte que pour communiquer avec son fils, qui a l'air de savoir un certain nombre de choses, il va falloir rentrer dans son monde et rentrer dans ses chiffres. On voit quelques images de Touch, avant d'aller plus loin. Imagine the unspeakable beauty of the universe he sees. My son doesn't even talk. Your son sees everything. You're telling me my son can predict the future? All these won't get numbers on them. What if he's trying to communicate? The time, the date, it's all connected. Whatever it is, it's supposed to happen today at 3:18. How did you do that? Donc, pour Touch, il y a eu déjà la télévision se réinvente, puisque les producteurs ont décidé de faire un lancement mondial pour cette série, pour éviter justement, puisque grâce à Internet, on peut voir à peu près toutes les séries que l'on veut, surtout les séries américaines. Donc, un lancement mondial avec dans une semaine clé au mois de mars, fin mars. Ça a plutôt bien fonctionné. Comme vous pouvez le voir aux États-Unis, en tout cas, ça a réalisé plus de 20% au-dessus de la part de marché de la chaîne, et ça a multiplié par 4 l'audience de Sky One au Royaume-Uni. Pas d'expérience sur le second écran à proprement parler, mais quand même une présence sur les réseaux sociaux assez forte, avec notamment différentes applications Facebook qui vous permet de créer votre propre mosaïque à l'image de ce que vous voyez sur l'écran. Et surtout, une présence des technologies de AT&T, donc le géant des télécommunications,
qui est vraiment intégré à la narration de l'histoire. Et par exemple, Kiefer Sutherland utilise des applications qui n'existent pas encore, mais qui pourraient arriver dans les mois, les années prochaines. Et l'introduction, dans les 3 derniers épisodes, d'un dé à 12 faces, un dodécaèdre, me semble-t-il, et qui est aussi l'élément central d'une autre série, une web-série, créée également par Tim Kring, produite et réalisée par John Cassar, donc, qui était aussi sur 24 heures chrono, 24, et qui est Daybreak. Et Daybreak est une web-série qui a été lancée la semaine dernière, où justement on retrouve comme élément central ce fameux dé qui est au cœur de l'intrigue et qui va aider le héros, donc le héros principal, Ben Wilkins, qui se retrouve mêlé à un complot international malgré lui. On voit le teaser de Daybreak. Harding was murdered last night. You were the last person to see him alive. Ben, your father was on the verge of a major breakthrough. It's like nothing you've ever seen on this earth. And he started to believe he was being followed. He's here. Ben, all that matters is that we are on the same team. You can't trust anyone, understand? Look, I'll contact you through the app. Look for the Jacks. No one will fault you if you choose to walk away. The threat we're up against is not to be taken lightly. Donc là, on est vraiment dans du brand content, mais du brand content qui a eu la possibilité d'être lancé à la télévision à la fin donc, du dernier épisode de la série Touch. Et donc avec ce dé qui relie les deux séries, surtout la technologie de AT&T, et enfin des sites qui se déclinent de Daybreak sur Internet, avec notamment Jack Boxer, qui présente de nombreuses technologies de AT&T qui permettent de décrypter et décoder un certain nombre d'éléments et de messages, et qui permet donc à l'internaute d'interagir avec la série, avec l'intrigue de Daybreak. Enfin, on va revenir pour conclure sur American Horror Story, qui a été lancé à la rentrée dernière. Et pour cette série, la chaîne, donc FX, n'a eu le go qu'au mois de juillet. On a donné le go qu'au mois de juillet pour le lancement de la série. Donc il devait être lancé au mois de septembre. Donc assez peu de temps pour mobiliser les téléspectateurs et créer du buzz. Donc du coup, FX et vraiment les producteurs de la série ont mis en place une stratégie numérique et sociale vraiment très puissante autour du lancement, à travers différents sites et applications. Pour cela, ils ont collaboré avec des agences médias assez versées dans le domaine du fantastique ou de l'horreur pour pouvoir justement tout de suite lever des communautés de fans autour de la série. Différents sites, donc évidemment le micro-site FX autour de la série, et trois applications différentes. American Horror Story Family Portraits. Donc l'histoire de American Horror Story, c'est une famille qui s'installe dans une maison après avoir déménagé. Donc le père est psy, adultère, la mère est donc dépressive et la fille est plutôt versée justement dans tout ce qui est un petit peu satanique. Donc déjà le cadre est posé. Et on va donc découvrir dans American Horror Story Family Portrait, donc le site dédié, les secrets souvent sombres de chacun des personnages. Dans You're Going to Die in There, nous allons découvrir ici donc les secrets de cette maison et comment cette maison a été hantée au fil des ans. Donc je vous invite à aller découvrir ces sites, ils sont assez bien faits. Et là, on va voir ce qui a été fait avant le lancement de la série, avec une application qui était House Call, donc où les internautes pouvaient appeler donc la production en disant qu'ils voulaient piéger quelqu'un de leur famille. Et on va voir une petite vidéo, vous allez voir ce que ça donnait. Ça a fait beaucoup de buzz sur YouTube et les réseaux sociaux.
Voilà, un site dédié uniquement pour piéger vos proches. Donc, mon conseil, c'est éviter de faire ça à quelqu'un qui est un peu sensible quand même. Et ça a très très bien fonctionné. Évidemment, ça a créé un buzz énorme autour de ces vidéos qui étaient postées sur YouTube et sur le site, et qui a éveillé un intérêt majeur. Et la preuve, c'est que ça a très bien fonctionné. Au mois de septembre, American Horror Story a été sacrée la série la plus regardée du câble américain. Elle a multiplié par 3 l'audience de FX, et surtout, elle a réuni, là aujourd'hui, elle culmine à plus d'1,2 million de fans sur Facebook. Pour vous donner une petite comparaison, au même moment a été lancé Terra Nova et Panam, qui atteignent péniblement les 600 000 fans. Donc c'est exactement au même moment, alors que American Horror Story a très bien fonctionné, sachant que Terra Nova a pourtant lancé aussi des applications plutôt sociales. Donc un véritable succès pour American Horror Story, grâce à la stratégie digitale. Bientôt sur la toile donc, et à l'écran, différentes choses. Donc The Spiral, qui était connu précédemment sous le nom de The Artist, qui est une coproduction internationale dans laquelle sont impliqués plusieurs diffuseurs et producteurs européens. Le principe, c'est qu'un groupe de 6 artistes et leur leader charismatique décident de voler des œuvres majeures dans les différents musées européens, une œuvre majeure, pour ensuite les rendre. Mais c'est vraiment pour faire passer un message et revendiquer un certain nombre de choses. Jusque-là, tout va bien quand ils volent les œuvres, jusqu'à ce que ça tourne mal et qu'ils doivent retrouver les œuvres qu'ils ont finalement perdues et sauver également leur vie. Cela pourrait être une histoire classique, sauf que les internautes vont avoir la possibilité de participer à l'enquête, de retrouver les œuvres, et que les musées européens ont également participé à cette expérience, puisque au moment du lancement, certaines œuvres disparaîtront effectivement, pour de vrai, d'un certain nombre de musées. Et donc les internautes pourront partir sur la piste de ces œuvres-là. Dans un tout autre genre, The Code, qui est un jeu proposé par Endemol, dans lequel les téléspectateurs pourront jouer au même titre que cela se fait pour Money Drop, en même temps que les joueurs en plateau sur Internet. Le principe est de décoder, de craquer le code de la carte bleue. Pour l'instant, ce jeu a été proposé en France. Les 2 chaînes que sont TF1 et France 2 l'ont décliné, mais cela a été proposé dans plusieurs pays en Europe. Donc c'est quelque chose que nous pourrons voir en tout cas sur les écrans internationaux bientôt. Et on le sait que le play along vient vraiment alimenter les audiences télé. On l'a vu sur Money Drop. Là où est mis en place le play along, les audiences sont très nettement au-dessus des moyennes de la chaîne, alors que là où il n'y a pas de système play along mis en place, le jeu reste un jeu classique, il n'y a pas forcément d'enjeu, et s'il n'y a pas une mécanique très spécifique, le jeu n'attire pas plus que cela les téléspectateurs. Et enfin, Anarchy, qui est un programme français qui était finaliste au MIPCube, et qui est l'histoire de la France, donc une sorte de série d'anticipation avec une France sortie de l'euro. Et l'idée ici est de permettre aux internautes d'écrire la série et de participer à l'écriture de la série au fur et à mesure des épisodes. Donc pour conclure, les réseaux sociaux, Internet sont donc une opportunité pour la télévision pour rebondir, se réinventer, proposer de nouvelles expériences inédites aux téléspectateurs, toujours pour plus d'émotions, véhiculant de manière générale des valeurs positives et surtout connectées. Et au passage, aussi battre de nouveaux records d'audience. Merci. Merci beaucoup, Amandine. Merci. J'avais une petite question à te poser, tant qu'on a la chance de t'avoir ici. Je t'avais entendu déjà dans d'autres interventions, et comme on a beaucoup de producteurs, beaucoup de créateurs qui utilisent les nouvelles formes de création, je voudrais que tu me racontes qu'une fois on en avait parlé, à quel point sur des émissions l'impact du travail social, du travail sur les réseaux peut avoir un impact en création d'audience. Par exemple, si on reprend des émissions qui sont assez classiques et qui existent depuis de nombreuses années, par exemple Strictly Come Dancing, qui est donc Danse avec les stars. Au Royaume-Uni, c'est une émission qui existe depuis 2005 à peu près.
Chaque année, l'émission... Donc avant l'explosion des réseaux sociaux. Très en amont de l'explosion des réseaux sociaux. Donc, c'est une émission qui marchait plutôt bien au Royaume-Uni comme à l'international. Mais c'est aussi un secteur, la recherche de talent, qui est assez saturé quand même. Et en 2009, pour la première fois, vraiment, l'émission au Royaume-Uni a vraiment subi une forte érosion d'audience avec une chute de son audience locale. Suite à cela, BBC a décidé de mettre en place vraiment une stratégie digitale avec l'intégration d'applications mobiles sur les réseaux sociaux, voilà, vraiment quelque chose de complet autour de l'émission. Et la saison suivante, donc la première fois avec cette stratégie-là, l'audience a bondi de 19%. Et depuis, ça continue de monter. Ça marche plutôt bien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci.